à toutes et à tous, bienvenue sur les Chroniques de l'Histoire. Je suis heureuse de vous retrouver comme chaque semaine pour vous présenter une petite chronique vidéo sur l'histoire d'Angleterre, de France et d'Écosse, une période qui me passionne depuis toujours, que j'ai vraiment à cœur de vous partager parce que c'est une période que nous connaissons peu ou que nous connaissons mal en France, qui est vraiment extraordinaire et qui est toujours en relation avec nos rois de France depuis des siècles, et je trouve intéressant de vous donner quelques éléments. Donc nous voici cette semaine, dans la semaine du 12 au 18 octobre, où il s'est passé plusieurs événements, donc on ne va pas tous les traiter. Comme vous le savez, je suis en train de rédiger un ouvrage sur la dynastie complète des Tudors de 1485 à 1603. Et tous les éléments seront détaillés au jour le jour, année par année, en fonction effectivement des événements principaux qui se sont déroulés dans cette dynastie à ce moment-là, toujours en lien avec l'histoire de France et d'Angleterre. Donc le 12 octobre 1537, on a eu la naissance de l'héritier mâle tant attendu d'Henri VIII, le jeune Édouard au palais de Hampton Court, dont la mère était Jane Seymour. Le 13 octobre 1549, ce fut la destitution d'Édouard Seymour, le lord protecteur du royaume d'Angleterre, l'oncle de Édouard et qui était le frère aîné de Jane Seymour. Le 14 octobre 1586, on a eu le début du procès de Marie Stuart au château de Fotheringhay. Le 15 octobre 1537, ça a été le baptême en grande pompe d'Édouard VI. Le 16 octobre 1555, Latimer et Ridley périrent sur le bûcher. Le 17 octobre 1586, ce fut la mort du célèbre poète Philip Sidney qui avait épousé la fille de Francis Walsingham, le maître espion de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. Et enfin, le 18 octobre 1541, ce fut la mort de Margaret Tudor, la sœur aînée d'Henri VIII. Donc j'ai choisi de vous parler de 3 événements dans cette liste que je vous ai citée. Et nous commençons par le 12 octobre, où ce fut la naissance d'Édouard VI, le fils d'Henri VIII et de Jane Seymour, sa 3e épouse, au château de Hampton Court. C'était un vendredi 12 octobre à 2 h du matin. L'accouchement avait été terriblement long et difficile pour Jane, nous l'avons dit la semaine dernière. C'est un travail qui avait duré pendant plus de 30 heures, mais qui avait donné naissance à ce fils en bonne santé. Et ce fut un immense soulagement pour la maman d'abord, qui était très fière de donner un garçon à Henri VIII, pour Henri VIII lui-même, qui avait attendu cet événement pendant tant de décennies, et pour le royaume lui-même, où toutes les cloches sonnèrent un Te Deum, des chants de joie retentissaient absolument partout, et on célébra cette naissance en donnant du vin et de la bière qui furent distribués à Londres. Des feux de joie avaient été allumés partout et des coups de canon avaient été tirés depuis la tour de Londres. C'était un jour de joie vraiment pour tous. Alors bien que la reine parut se remettre convenablement de cet accouchement qui fut long et douloureux, elle tomba sérieusement malade quelques jours plus tard, le 18 octobre, et elle délira jusqu'au 23 octobre. Malheureusement, une septicémie s'était développée et Jane décéda le 24 octobre. Édouard VI était à peine né qu'il était déjà orphelin. Le premier fils d'Henri VIII était un garçon illégitime. Il l'avait eu avec sa maîtresse, Elizabeth Blount. Anne Boleyn avait bien donné naissance à un garçon, mais qui était également décédé. Et donc Édouard, qui était maintenant ce jeune petit orphelin, fut confié à Lady Margaret Bryan, une gouvernante expérimentée qui s'était déjà occupée des demi-sœurs d'Édouard, Marie et Élisabeth, et qui ensuite, donc Édouard, fut élevé par Blanche Herbert, Lady III.
Son éducation de prince commença à l'âge de 6 ans sous la tutelle d'universitaires comme John Clerk, Richard Cox, Roger Ascham et Jean Bellem. Il était un enfant intelligent et à l'âge de 12 ans, il produisait déjà de nombreux travaux, des études religieuses, il travaillait sur des controverses et il avait écrit en 1549 un traité au sujet du pape, considéré comme l'antéchrist à l'époque. Les sœurs d'Édouard l'aimaient beaucoup, elles lui rendaient visite régulièrement et elles avaient été remises en ligne par le troisième acte de succession adopté en 1543. On se souvient que quand le mariage d'Henri VIII et de leur mère avait été annulé, elles avaient été déclarées illégitimes et donc bâtardes. Mais Henri VIII, voyant effectivement qu'il n'avait qu'un héritier, avant sa mort, a décidé de réaliser ce que l'on appelle un troisième acte de succession, où il remettait dans l'ordre de succession ses filles, c'est-à-dire que si Édouard devait mourir sans héritier mâle lui-même, eh bien Marie monterait sur le trône d'Angleterre. C'est ce qui s'est passé à la mort d'Édouard, bien qu'il y ait eu un petit intermède de 9 jours où Lady Jane Grey, la cousine protestante d'Édouard VI, avait été choisi pour lui succéder, avait été choisi par lui-même. Marie récupéra son trône et monta sur le trône d'Angleterre en 1553. Elle régna jusqu'en 1558 et en 1558, quand elle-même décéda, eh bien c'est Élisabeth qui monta sur le trône d'Angleterre. Donc Édouard monta sur le trône d'Angleterre à la mort de son père le 28 janvier 1547. Comme le voulait la tradition, il fut amené à la Tour de Londres pour préparer son couronnement. Tous les grands du royaume vinrent s'incliner devant lui. Son oncle Édouard Seymour, le frère de la défunte reine, fut nommé Lord Protecteur du royaume. Et ensuite, Édouard fut couronné à l'abbaye de Westminster le 20 février 1547 à l'âge de 9 ans. Étant encore enfant, la cérémonie de couronnement avait été adaptée spécialement pour lui et elle avait été réduite, bien qu'elle ait dû quand même durer des heures. Plus tard, eh bien, Thomas Seymour, son autre oncle, baron Seymour de Sudley, fut décapité le 20 mars 1549 et Édouard Seymour lui-même fut arrêté le 11 octobre 1547, emprisonné à la Tour de Londres jusqu'à son exécution en janvier 1542. Édouard tomba malade et il décéda le 6 juillet 1553. Il avait seulement 15 ans et il n'avait régné que 6 ans. Nous continuons notre petite découverte. Nous sommes le 14 octobre 1586. C'est le jour du début du procès de la reine Marie Stuart au château de Fotheringhay dans le comté de Northampton. Le château de Fotheringhay qui n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a plus que la motte de terre féodale, comme vous pouvez le voir sur les photos que je vous présente. C'est aussi le lieu où était né Richard d'York, Richard III d'Angleterre, qui a été défait à la bataille de Bosworth par Henri Tudor, qui est monté sur le trône sous le nom d'Henri VII. Donc ce château, ce lieu était vraiment important. Dans un premier temps, Marie Stuart avait refusé de comparaître devant la commission de la reine Élisabeth. Toutefois, William Cecil l'avait informé que cette commission débuterait avec ou sans elle, et elle préféra se présenter sans conviction devant la commission à 9 h du matin, habillée de velours noir et portant un voile blanc. Elle protesta devant cette cour, estimant que celle-ci n'était pas légitime et qu'il était totalement anormal qu'elle ne bénéficie d'aucune aide, d'aucune défense officielle. De plus, elle ne fut pas autorisée à consulter les documents qui étaient produits contre elle, mais ses protestations restèrent vaines. C'est vrai que c'était très injuste à ce niveau-là. Le procès s'ouvrit avec des accusations de son implication dans le complot de Babington. Elle nia formellement toute sa responsabilité et quelconque implication dans ce complot, je vous le rappelle, qui visait à éliminer la reine Élisabeth d'Angleterre pour placer Marie Stuart, la catholique, sur le trône d'Angleterre, et elle protestant en disant « Je ne connais pas Babington, je n'ai jamais reçu de lettre de sa part, ni ne lui en ai écrit. Je n'ai jamais planifié la destruction de la reine. Si vous voulez le prouver, alors montrez-moi ces lettres rédigées de ma propre main. »
le conseil disant « Mais nous avons des preuves de lettres entre vous et Babington ». Et Marie répondant « Si oui, pourquoi ne les produisez-vous pas? J'ai le droit d'exiger de voir les originaux et les copies côte à côte. Il est fort possible que mes ennemis aient modifié mes lettres. Je ne peux répondre à cette accusation qu'en toute connaissance de cause. Jusque-là, je me dois d'affirmer solennellement que je ne suis pas coupable des crimes qui me sont imputés. » Malheureusement pour elle, Francis Walsingham, le maître espion de la reine Élisabeth, qui était très malin, avait collecté des preuves réelles et accablantes, telles que les aveux d'Anthony Babington, qui avait plaidé coupable lors de son procès. Et il avait également une lettre codée de Mary Stuart, écrite de sa propre main et qui avait été envoyée à Anthony Babington, et des confessions des secrétaires de la reine d'Écosse attestant son implication réelle dans ce complot. Lorsque toutes ces preuves ont été portées à sa connaissance, eh bien, Mary Stuart s'effondra en larmes. Elle continua pourtant de nier son implication dans ce complot, clamant que ces documents étaient contrefaits, mais Walsingham prouva que ces documents écrits étaient bien réels. Il montra des lettres officielles que Mary Stuart avait écrites. Il y eut une comparaison de l'écriture et il s'avéra qu'effectivement c'était bien des lettres codées que Mary Stuart avait échangées avec Babington. Donc elle affirma que la majesté et la sécurité de tous les princes s'effondreraient s'ils dépendaient des écrits et des témoignages de leurs secrétaires. Elle précisa « Je ne peux être condamnée que par ma parole et mon écriture ». Et le procès se poursuivit le lendemain. Le jury accusa Marie d'avoir menti, d'avoir consenti à l'assassinat de sa cousine, la reine Élisabeth, dans sa propre réponse à Babington. Elle essaya donc de faire valoir pourquoi elle avait écrit, mais il fut prouvé en plus que la reine Marie Stuart avait fait appel à une aide étrangère, bien qu'elle ait soutenu qu'un acte de guerre, même s'il avait entraîné la mort de sa cousine la reine Élisabeth, était légitime s'il permettait à une reine de se libérer enfin. À la fin du procès, Marie demanda à être entendue par le Parlement ou directement devant sa cousine la reine Élisabeth sans succès. C'était pour elle une bataille perdue d'avance. Toutes les preuves étaient là, toutes les preuves étaient existantes. Même prisonnière et pendant tant d'années, Marie Stuart n'avait cessé de comploter contre sa cousine la reine Élisabeth. Alors toutefois, le 25 octobre, une nouvelle commission s'était de nouveau réunie, mais toutes les preuves étaient là et il n'était plus possible de douter de la culpabilité de la reine des Écossais qui fut déclarée coupable. La reine Élisabeth accepta de signer le fameux acte d'exécution de sa cousine. On sait quand même que cela fut très difficile pour elle parce que c'était un régicide, la reine Élisabeth le savait. Elle allait donner son accord pour tuer une reine, et qui plus est, une reine qui avait son propre sang, puisque Élisabeth était la fille d'Henri VIII, et Mary Stuart était la petite fille de Margaret Tudor, qui était la sœur aînée d'Henri VIII, donc elles étaient liées. Le 4 décembre, Marie fut publiquement déclarée coupable et le 1er février 1587, elle fut exécutée au château de Fotheringhay. Elle choisit ce jour-là une robe pourpre, signifiant son martyre en tant que catholique, et cela en était fini de la reine des Écossais. Nous allons maintenant terminer justement par un événement qui concerna la grand-mère de Marie dont nous venons de parler. En 1541, c'est-à-dire un an avant la naissance de Marie Stuart, eh bien ce fut la mort de Margaret Tudor, la sœur aînée d'Henri VIII, qui était donc elle-même reine d'Écosse, qui décéda à l'âge de 52 ans au château de Medven dans le Perthshire, un comté dans le centre de l'Écosse. Elle succomba à une attaque et elle fut inhumée au monastère des Chartreux de Perse, qui fut détruit en 1559 au moment de la réforme écossaise.
Margaret, malgré ses 3 mariages et plusieurs grossesses, n'eut pas une vie très heureuse. Elle fut la mère de Jacques V d'Écosse, qui épousa Marie de Guise, donc la grand-mère de Marie Stuart. Elle était née le 28 novembre 1489. Elle était la fille aînée d'Henri VII Tudor et d'Élisabeth d'York, et elle portait le prénom de sa grand-mère paternelle, Margaret Beaufort. Elle fut baptisée dans la chapelle Sainte-Margaret à Westminster le 30 novembre 1489 et son enfance se déroula à Chine et au palais de Elton, et elle fut envoyée en Écosse à l'âge de 13 ans seulement. Elle avait été promise au roi Jacques IV d'Écosse par le traité de paix perpétuelle entre l'Écosse et l'Angleterre qui avait été signé le 24 janvier 1502. Margaret et Jacques avaient d'abord été mariés par procuration le 25 janvier 1503 au palais de Richmond. Et suite à cela, eh bien, il fallut que Margaret quitte l'Angleterre, quitte sa famille pour se rendre en Écosse, et elle s'est arrêtée dans plusieurs lieux, comme York, qui est une très jolie ville du nord de l'Angleterre, avant de rejoindre Édimbourg, où le couple fut officiellement marié à l'abbaye de Holyrood le 8 août 1503. Jacques IV et Margaret ont eu 6 enfants, dont Jacques V, le père de Marie Stuart, nous l'avons dit, et Jacques IV, rappelons-nous, est décédé à la bataille de Flodden Field le 9 septembre 1513. Je vous avais réalisé une vidéo ce jour-là, qui eut lieu contre les forces armées justement de son frère Henri VIII, et à ce moment-là c'est Catherine d'Aragon qui était la régente du royaume d'Angleterre, puisque Henri VIII lui-même était en campagne contre la France. Le 6 août 1514, elle épousa secrètement Archibald Douglas, le 6e comte d'Angus, un membre de la puissante maison écossaise des Douglas, et quand les nouvelles de ce mariage furent connues, les nobles écossais se liguèrent contre elle et la destitua de la régence parce qu'elle n'avait pas respecté le testament de son défunt époux. Elle fut remplacée par John Stuart, le second duc d'Albany, qui prit également la tutelle de ses 2 fils, Jacques V et Alexandre, au château de Stirling. Donc, ce fut une terrible épreuve pour Margaret, qui, par son mariage avec Archibald Douglas, fut privée de ses 2 enfants. En 1515, Margaret et son mari partirent vers l'Angleterre. Margaret était enceinte et elle accoucha le 8 octobre d'une petite fille, Margaret Douglas, la future mère d'Henry Stuart, Lord Darnley, dont on se souvient que celui-ci fut le second époux de Marie Stuart. Alors son second mari l'abandonna finalement pour retourner en Écosse. Donc Margaret, elle, accoucha, elle se rendit ensuite en Angleterre où son frère Henri VIII l'accueillit à Scotland Yard, à Whitehall. Et après un traité qui fut négocié entre l'Angleterre et l'Écosse, entre le duc d'Albany et le cardinal Wolsey, Margaret put retourner en Écosse, mais découvrit que son mari vivait maintenant avec une Jane Stuart. Elle demanda donc le divorce et elle l'obtint. Et elle put épouser en 3e noces Henry Stuart, le premier Lord Methven, le 3 mars 1528, mais là encore ce ne fut pas un mariage heureux, décidément pour elle la pauvre. Le 12 juin 1538, son fils Jacques épousa Marie de Guise par procuration, et quand Marie de Guise arriva en Écosse, elle l'accueillit vraiment comme sa propre fille et elle resta très proche d'elle. Elle décéda donc le 18 octobre 1541 et c'est son arrière-petit-fils Jacques VI d'Écosse qui devint Jacques Ier d'Angleterre et qui rallia les couronnes d'Angleterre et d'Écosse. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette petite présentation pour ce qui s'est passé dans la semaine à la cour des Tudors du 12 au 18 octobre. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Nous sommes en automne, malgré quelques jours pluvieux, on voit que la nature est magnifique, que les arbres commencent à changer, que tout est absolument orangé, c'est magnifique. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique vidéo. En attendant, je vous retrouve
retrouve tous les jours sur ma chaîne Les Chroniques de l'Histoire par Sandra, où je vous partage des anecdotes, des faits historiques, des photos, des gravures, des dessins, et puis surtout du positif pour passer une bonne semaine et pour que chaque journée commence vraiment avec quelque chose de lumineux. Je vous embrasse, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.